Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un nouvel exercice de coordonnées, système de coordonnées, et on commence par se plonger dans un contexte de mathématiques. Et donc dans cet exercice on considère un point M qui est repéré dans une base locale polaire et qui va se déplacer au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je commence par tracer le repère que l'on connaît le mieux, qui est le repère cartésien, donc on a un centre O, un axe X, un axe Y. Dedans j'ai une base cartésienne qui est constituée des vecteurs I et J. Et puis on dit qu'on considère un point M qui va se déplacer au cours du temps. Donc si je le représente à un instant donné, ici par exemple, il est là, un instant donné quelconque, et puis au bout d'un moment il va se déplacer dans le temps. Et donc il est repéré normalement dans le système de coordonnées polaires, il est repéré par ces coordonnées polaires qui sont ρ, correspondant à la norme du vecteur OM, et phi, correspondant à l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe X. Voilà, donc ça veut dire que le vecteur OM, qui dans le système de coordonnées cartésien est égal à x indice m, y indice m, et bien dans le système de coordonnées polaires, il est égal à ρ, et puis c'est tout. Enfin, ces coordonnées sont ρ et phi. D'accord. Mais il s'exprime que en fonction du vecteur euro. Donc en fait, ici j'ai pas phi du tout, j'ai 0. Voilà, il s'exprime que en fonction du vecteur euro. Très bien, alors la question qu'on se pose d'abord, c'est exprimer les dérivées temporelles de la base locale polaire euro et eφ. Alors où est-ce qu'il se situe, euro et eφ? Bah, ρ c'est le vecteur unitaire qui est porté par OM, d'accord, donc c'est euro et comme ça, et eφ, en fait, de façon à ce que ça forme une base, il est tourné de plus pi sur 2 par rapport à euro, plus pi sur 2, et c'est le vecteur eφ. Et donc cette base-là, elle va se déplacer avec le vecteur m. Ça veut dire que si le vecteur m, par exemple, tourne d'une certaine quantité, eh bien la base, elle va tourner avec ce vecteur. Donc c'est la raison pour laquelle on se demande, bah, si on le dérive cette base, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc j'ai un vecteur, bah, pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va exprimer les vecteurs euro et eφ dans une base qui elle est fixe, et pour cela on va utiliser la base cartésienne. D'accord? Donc on va l'exprimer en fonction des vecteurs i et j. Donc le vecteur euro, quand je l'exprime en fonction de i et j, bah, je le projette suivant i, c'est tout simplement égal à cosinus phi. Égal à cosinus phi en fonction de i, plus bah, sinus phi suivant j. Et le vecteur eφ, quant à lui, eh bien, il est égal à... Donc en fait, ça veut dire qu'il est égal au complémentaire. Cet angle-là, c'est le complémentaire de l'angle phi. Et c'est égal, du coup, la projection de eφ sur l'axe x est égale à sinus phi, mais il pointe dans la direction opposée au vecteur i, donc forcément ça va être moins sinus phi suivant i, plus eh bien, cosinus phi suivant j. Alors maintenant, si je dérive par rapport au temps le vecteur ρ, d'accord, ce qu'on appelle euro point, donc c'est-à-dire je mets un point au-dessus du vecteur euro, ça correspond en fait à la dérivée
de euro par rapport au temps, bah, c'est la dérivée de cette expression-là. D'accord. Alors bien sûr, les vecteurs i et j sont fixes, donc ça veut dire que ce ne sont pas des fonctions du temps, donc je n'ai pas besoin de les dériver en fonction du temps. Par contre, phi, lui, dépend du temps. Phi va varier avec le temps. Donc ça veut dire que je suis obligé de considérer comme si phi était une fonction du temps. Donc quand je dérive par rapport au temps cosinus phi, eh bien j'ai la dérivée de phi qui va sortir, ce que j'appelle phi point, fois la dérivée de cosinus évaluée en phi. Donc ça devient moins sinus phi, bien sûr. Donc c'est moins sinus phi. Plus la dérivée de sinus phi, ça donne phi point cosinus phi. Voilà. Alors suivant i, bien sûr, et suivant j. Donc là, je peux factoriser phi point. C'est phi point facteur de moins sinus phi plus cosinus phi. J'ai un petit problème avec mon stylet. Plus cosinus phi. Donc suivant j ici et suivant i ici. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Bah, en fait, on reconnaît tout simplement le vecteur euro. Phi, pardon. D'accord. Donc quand je dérive euro par rapport au temps, ça me donne phi point fois phi. Alors maintenant, si je prends le vecteur phi et que je le dérive par rapport au temps, bien la dérivée de moins sinus phi, ça va me donner moins phi point fois cosinus phi, suivant i. Et si je dérive cosinus phi, ça va me donner moins phi point sinus phi, suivant j. Donc là, de la même façon, en fait, je peux factoriser moins phi point. Donc c'est égal à moins phi point facteur de cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Et donc ça, on reconnaît ici, hop, on reconnaît euro. Hop, là je suis descendu trop bas. Donc c'est égal à moins phi point euro. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on dérive un vecteur de la base polaire par rapport au temps, en fait, il faut que je multiplie par la dérivée de phi, donc phi point, fois, en fait, le vecteur tourné de pi sur 2. Pourquoi? Parce que quand j'ai le vecteur euro, il va se transformer en phi point fois phi. Donc là, j'ai phi. Ici, j'ai moins euro, pardon. Et là, j'ai moins phi. Et donc, à chaque fois, en fait, je fais une rotation de plus pi sur 2 quand je dérive par rapport au temps. Et je multiplie par j'ai plus pi sur 2. Ici, j'ai plus pi sur 2. Et là aussi. Donc, si je dérive euro par rapport au temps, ça va me donner phi point fois phi. Si je dérive phi, ça va me donner moins phi point fois euro. Et si je dérive moins euro, ça va me donner moins phi point fois phi, etc., etc. Donc en fait, on voit que c'est assez simple de dériver par rapport au temps. Alors, sachant cela, on va pouvoir traiter le second exercice. Le second exercice qui concerne le modèle de bord de l'atome d'hydrogène. Donc dans ce modèle de bord pour l'atome d'hydrogène, on considère que c'est un modèle planétaire en fait pour l'atome d'hydrogène. On considère que le centre de l'atome est constitué d'une particule chargée positivement, d'accord, un proton, et que gravite autour de cette particule une particule chargée négativement qui est l'électron. D'accord. Et donc la seule force qui s'applique sur l'électron, c'est la force d'interaction électrostatique, grand F, ici, et on suppose un modèle, une force de rappel élastique, et donc c'est tout simplement proportionnel à
à l'inverse du carré de la distance entre l'électron et le proton, donc ce qu'on appelle ρ, d'accord, et donc suivant euro. D'accord, donc c'est compté négativement par rapport au euro parce que le vecteur polaire euro, de la base polaire euro, y est orienté dans ce sens-là. Voilà. Donc, première question, exprimer le vecteur vitesse v qui est la dérivée du vecteur OM. Donc on a v qui est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Donc en fait c'est OM point, hein. On peut l'écrire OM point pour aller plus vite. Et OM, bah, si je l'exprime, qu'est-ce que c'est? C'est égal à quoi? Bah, en fait ici ça veut dire que l'électron il est placé au point M, donc ça c'est le point de coordonnées M. Et donc on sait que c'est égal à ρ suivant euro. Donc si je dérive OM, eh bien je dois dériver, on voit que c'est le produit de ρ par le vecteur euro, donc je dois d'abord dériver ρ, donc je vais avoir ρ point, suivant euro, plus ρ fois la dérivée de euro. Et on sait que la dérivée de euro, comme on vient de le voir dans l'exercice précédent, c'est tout simplement phi point fois euro tourné de 90 degrés, dans le sens trigo positif, donc ça va me donner E phi. Donc je sais que ça c'est égal en fait à ρ point fois euro plus ρ phi point fois E phi. Voilà, donc ça c'est le vecteur vitesse qui est exprimé dans la base polaire. Donc on voit que en fait le vecteur vitesse il a une composante radiale, donc ça c'est ce qui va décrire la vitesse radiale de l'électron, est-ce qu'il va s'éloigner ou se rapprocher du centre de l'atome, et il a une composante orthoradiale, suivant E phi, c'est ce qui a tendance à le faire tourner. Voilà, deuxième question, exprimer le vecteur accélération, d'accord, donc qui est la dérivée du vecteur vitesse, en fonction de ρ et phi, puis en fonction de la norme du vecteur vitesse grand V. Alors, ce qu'on peut écrire, bien, c'est commencer par écrire le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, en fait, il est égal à v point. Donc ici j'ai v, j'ai que à faire la dérivée du vecteur v par rapport au temps. Donc on va avoir ρ point point suivant euro, donc dérivée seconde de ρ, plus ρ point fois la dérivée de euro, et la dérivée de euro, on sait que c'est phi point fois E phi. Voilà, et puis pour la deuxième partie, on a ρ point fois phi point E phi, plus ρ fois phi de point suivant E phi, plus ρ phi point fois la dérivée de E phi, et la dérivée de E phi, on sait que ça devient moins phi point euro, d'après le premier exercice. Donc en fait ça se transforme en moins ici. Il y a un phi point qui sort, donc ça va faire phi point carré fois euro. Donc là je vais regrouper toutes les parties qui concernent ρ avec toutes les parties qui concernent E phi. Donc devant euro j'ai un ρ de point plus moins ρ phi point carré suivant euro. Voilà, et devant E phi, eh bien j'ai deux fois ρ point phi point plus ρ phi de point suivant E phi. Et donc de la même façon, j'ai une composante qui est radiale et une composante qui est orthoradiale. D'accord? Alors, maintenant on propose de exprimer ce vecteur accélération en fonction de la norme du vecteur v. Alors, on va calculer la norme du vecteur v déjà pour savoir de quoi il s'agit. Donc la norme du vecteur v, on va même la calculer au carré pour commencer.
la norme du vecteur v au carré, bah en fait je prends les composantes qui sont devant les vecteurs ρ et phi, puis je les mets au carré, donc ça va me donner ρ point au carré, plus ρ carré, phi point au carré. D'accord, donc je peux, quand je fais ça, alors la chose qui est importante à remarquer ici, c'est que la distance, en fait, on considère dans l'énoncé du problème que en fait l'électron il est situé à une distance qui est constante du proton et qui ne varie pas. Son orbite, le rayon de son orbite ne varie pas. Donc ça veut dire que ρ est une constante. Donc en fait on va pouvoir négliger, dans toute la suite, on va pouvoir négliger ρ point au carré, puisque si ρ est une constante, sa dérivée est nulle. D'accord ? Donc on peut négliger ça. Autrement dit, ça veut dire que v carré est égal à ρ carré phi point carré, et donc que v est égal à ρ fois phi point. Et de la même façon, dans l'expression de A, on va pouvoir nous négliger toutes les dérivées de ρ, ce qui veut dire que ρ point point n'existe pas, et ρ point n'existe pas ici, et donc on se retrouve tout simplement avec un vecteur accélération qui est égal à moins ρ phi point carré devant euro, et ρ phi point carré, j'ai oublié le carré ici, c'est égal à v, pardon, pas du tout, en fait ρ phi point, c'est tout simplement ρ phi point. Donc ici j'ai quelque chose qui est égal à moins phi point fois ρ phi point, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse suivant euro, plus ρ phi de point suivant e phi. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'on cherchait à exprimer, c'est-à-dire le vecteur accélération en fonction du vecteur vitesse. Alors maintenant que j'ai ça, je peux traiter la troisième question, et dans la troisième question, en fait, on va utiliser la seconde loi de Newton, c'est-à-dire ma qui est égal à la somme des forces qui s'appliquent à l'électron, et donc en l'occurrence il n'y en a qu'une seule, c'est la force d'interaction électrostatique, et on a dit que c'était égal à moins k sur ρ carré suivant euro. Donc on a A qui est égal à moins k sur m ρ carré suivant euro. Or, on a l'expression ici de l'accélération, on a une composante suivant euro, une composante suivant e phi, et ce qui veut dire, si ça, la seule force qui s'applique c'est la force d'interaction électrostatique, ça veut dire que la composante orthoradiale de l'accélération est nulle. Donc celle-là, elle est nulle. Et donc on peut la négliger. Autrement dit, on en déduit que moins phi point v est égal à moins k m ρ carré. Tout simplement. Alors, quand même, il y a quelque chose qu'on peut faire ici, c'est exprimer phi point en fonction de v. En fait, quand j'ai dit que A c'est égal à moins phi point v, en réalité on aurait pu l'exprimer purement en fonction de v et des données du problème, c'est-à-dire en fonction de v et de ρ, puisque en fait phi point c'est égal à v sur ρ. D'accord ? Donc en fait ce terme-là, c'est tout simplement moins v carré sur ρ carré. D'accord ? Donc ça ici, en fait on a moins v carré sur... Pardon, moins v carré sur ρ. Ici phi point c'est égal à v sur ρ. D'accord, donc de la même façon ici, en fait j'ai moins v carré divisé par ρ qui est égal à moins k divisé par m ρ carré. Autrement dit, eh bien, je peux isoler v ici, donc là c'était v carré, d'accord, donc j'ai v carré qui est égal à moins
K sur M rho, pardon, plus K sur M rho, et donc V qui est égal à racine de K sur M rho. Et c'est là qu'on voit que c'est un mouvement qui est circulaire uniforme. Alors pourquoi est-ce qu'il est circulaire uniforme? Il est circulaire uniforme parce que en fait la vitesse de rotation est constante, d'accord, et que elle est uniquement dirigée suivant le vecteur EφI, donc elle est forcément orthoradiale. Donc ça veut dire que l'électron va décrire un cercle. D'accord, on a l'accélération de l'électron qui est dirigée vers le centre et donc il va avoir tendance à l'attirer vers le centre, et la vitesse de l'électron qui le fait tourner, qui le fait se déplacer de façon orthoradiale, et donc la résultante de ces deux vecteurs, de ces deux actions, ça va consister à faire tourner l'électron autour du proton. Donc voilà ce qu'il en est pour cet exercice.